Donc je vais essayer de vous présenter un peu ce qu'on a fait sur le territoire du Mené et essayer de faire un retour d'expérience un peu. Donc, non, on va revenir donc, pour présenter un peu le territoire. Donc le Mené se situe donc, au cœur de la Bretagne, sur un territoire donc, en altitude pour le Mené assez haut, puisqu'on est sur le point culminant des Côtes d'Armor, avec beaucoup de contraintes. Des contraintes liées à l'altitude et à la problématique de livraison d'eau au bassin rennais. Bassin de l'Orient, donc une grande problématique sur la qualité de l'eau. Le deuxième facteur négatif, c'est qu'on a concentré un peu la production en termes de volume, mais avec peu de valeur ajoutée. Donc voilà, des contraintes assez fortes qui nous a donc mis le pied à l'étrier sur de la réflexion pour aboutir sur des projets. Donc l'histoire du Mené commence il y a très longtemps, puisque le Mené a commencé à réfléchir à son développement il y a plus de 50 ans, dans les années 60, parce que le pays mourait totalement, et on a eu une personne qui s'appelle Paul Loué, qui était prête et qui a eu la capacité à rassembler 8000 personnes à travers une trentaine de réunions, pour finir sur un slogan « Le Mené ne veut pas mourir et c'est à nous d'être acteurs de notre développement ». Donc il a mis en place dans ces années-là donc 2 ou 3 thèmes marquants. La création d'un comité de développement agricole du Mené, très local. La création d'une première scope départementale qui fédérait donc 200 ouvriers pour construire des caravanes. C'était l'essor des caravanes, donc ça s'est fait en scope. Et puis, il a mis aussi, ou ils ont mis, parce que moi j'étais pas là à l'époque, en synergie des agriculteurs, des artisans, des commerçants, pour lancer toute une dynamique. Donc il y a eu cet effet 60-90, et à la fin, entre 80 et 90, ça s'est plus ou moins estompé, parce que c'était plus facile à cette époque. Et dès le début 90, on a bien vu que la crise arrivait. Et là, le monde associatif a relancé la dynamique à travers des CUMA. Et ces CUMA-là ont organisé une grande manifestation qui s'appelait le Saphir à l'époque, donc qui a débattu d'idées pratiquement à ce qu'on vit aujourd'hui, hein, questions énergétiques, questions environnementales, questions de pérennité des exploitations agricoles. Et à la suite de ça, on a créé une association qui s'appelait Mené Initiative Rurale, qui a essayé donc de lister les faits marquants et essayer de transposer la réflexion en action. Et qui a abouti donc dans les années 2000 à mettre en avant la question de l'énergie, qui a servi d'étincelle à toute une dynamique collective et qui a généré des projets derrière. Donc l'énergie pour préserver l'environnement, puisqu'on avait cette problématique environnementale, avec des excès de biomasse agricole, et on a essayé de les transformer en atouts, notamment à travers un projet de méthanisation. Une grande volonté aussi de maintenir une forte densité d'agriculteurs, et notamment des petits et moyens agriculteurs. Et pour maintenir ces agriculteurs, il fallait solutionner cette question environnementale. Donc ça a été aussi le moyen de faire avancer les choses. Apporter une réponse adaptée aux exigences réglementaires, c'est-à-dire que là aussi, les agriculteurs, pour pérenniser leur exploitation, devaient rentrer dans des clous réglementaires. Et le fait d'investir dans un outil collectif, notamment de méthanisation, leur permettait de préserver donc leurs outils. Anticiper plutôt que de subir, donc une prospective assez forte, et avec ça, voilà, on ne veut pas subir, on essaie de se projeter en avant, et créer des richesses à partir de problèmes, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, comment, grâce à des habitudes de travail en commun, hein, que j'ai citées en avant, une volonté forte de se mettre ensemble, aussi à souligner, je pense, ne pas réinventer la poudre. Aller voir ailleurs ce qui se faisait, ou ce qui se faisait, et on a écumé un peu toute l'Europe par des voyages qu'on trouvait en termes de financement avec des projets européens, et on a été donc pratiquement de l'Irlande à la Grèce et de la Finlande au Portugal, pour trouver des expérimentations et pas réinventer la poudre, pour essayer de trouver des synergies entre des territoires qui étaient en avance et nous qui étions très en retard. À chaque voyage, on a pratiquement mis des projets en route et on les faisait valider par des études de faisabilité pertinentes.
on a confié de nombreuses études, notamment à Solagro, qui avait donc de la prospective, et à chaque fois, donc, ils nous ont validé ou pas l'intérêt de continuer sur ce programme-là. Donc aussi peut-être, c'est ce que je disais ce matin, une volonté d'entreprendre. Breton, on est toujours dans l'excès, donc, mais là aussi on est peut-être dans l'excès, mais on a cette capacité ou cette volonté à se fédérer pour aller un peu plus loin. Et puis souligner aussi l'appartenance au réseau. On a des réseaux qui sont hyper pointus et on a justement cette capacité à aller chercher l'info quand on l'a pas. Donc quelque chose de très transversal entre le local et le national à travers ces réseaux. Donc les actions qui ont été mises en œuvre suite à ce que je viens de dire, la première action qui a été mise en œuvre, donc à la suite du salon des fourrages, c'était la question donc de préserver l'environnement, et pour préserver cet environnement, on a planté on avait tout détruit avant, donc il a fallu replanter. Et quand on a planté, on a mis en œuvre aussi toute une réflexion sur la valorisation notamment du bocage. Et on a créé toute une dynamique à travers donc, la filière bois-énergie, toujours avec le mouvement Puma, et on a créé les premières chaudières, donc il y a 13 ans. Et ensuite, la collectivité locale donc, a emboîté le pas, et aujourd'hui, chaque commune est dotée, sauf d'une chaudière avec un réseau de chaleur. Donc on a de nombreuses chaudières sur le territoire. On a mis en œuvre après donc, une unité de méthanisation qui répondait donc aux obligations des agriculteurs, mais au-delà des agriculteurs, d'une problématique qui est spécifique au Mené, puisqu'on a un outil industriel qui s'appelle Kermené, qui emploie 3000 personnes et qui génère aussi des problèmes, notamment la gestion de leurs effluents. On a mutualisé le tout pour mettre en œuvre donc, une unité de méthanisation qui va traiter 75 000 tonnes de biomasse. C'est 75 000 tonnes, 80% ou 70% provenant de la matière organique locale. On a mis un parc éolien en route, et là, on l'a fait aussi, comme on vient de l'entendre avant, on l'a fait de manière participative, puisque 147 personnes fédérées en cigales donc ont pris 30% d'un capital d'un tiers investisseur pour se fédérer et être acteurs donc, du développement de ce parc éolien. Et on redémarre un autre parc éolien parce que la machine est bien rodée. Les porteurs ou les initiateurs de ce projet-là savent comment faire. Le pool bancaire qui nous a accompagnés et l'autre actionnaire savent que voilà, quand on se met en route, ça arrive au bout, donc c'est beaucoup plus facile. Les élus ont mis en place aussi donc, un parc immobilier à zéro chauffage parce qu'on a de nombreux employés à Kermené, mais des salaires qui sont plutôt en dessous de la moyenne. Et là aussi, donc, pour emmener tout le monde vers une dynamique un peu plus intelligente, donc un chauffage donc, ou des maisons isolées pour avoir un chauffage à zéro. En parallèle de l'unité de méthanisation, on génère, dans le process, on le verra un peu, on génère de l'eau qui est déminéralisée à la fin. Cette eau-là, au lieu de la rejeter dans le milieu naturel, on la rejette sur des TTCR, des saules en fait, qui sont plantés, 17 hectares de saules. Ces saules sont irrigués avec donc l'eau résiduelle, et ces saules sont récoltées tous les 2 ans pour alimenter les différentes chaudières qui ont été mises donc, sur le territoire. Un autre projet qui a vu le jour aussi il y a 6 ans maintenant, je crois, à la suite d'un voyage à Gussing, comme quoi ça sert les voyages, c'est une huilerie carburant. Et en fait, on était encore à la fin des jachères, et on a dit au lieu de mettre des jachères, on va mettre une jachère industrielle pour viser 2 atouts. Produire de l'huile carburant et être moins dépendant au niveau des protéines, notamment à la place du tourteau. Donc cette huilerie a la capacité de triturer 1200 hectares de colza, pour le faire simple, et aujourd'hui on a avancé un peu plus loin, puisqu'on vient d'avoir un agrément et on vend de l'huile alimentaire pour le commun des mortels, et on l'a mis donc en réseau local de distribution dans les différents commerces qu'on a là.
La dernière chose, une pépinière d'entreprises a été créée et il y a 7 entreprises aujourd'hui qui sont donc sur le territoire. Ces entreprises ont toutes vocation donc à travailler sur les ENR. Et il y a quelque chose de très transversal entre les acteurs, donc entre les entrepreneurs, entre guillemets, sur cette pépinière. Et on voit que là aussi, le fait d'être fédérés, d'être tous ensemble sur le même site, fait que ça avance un peu plus vite qu'ailleurs. Donc un premier bilan, à ce jour, on part d'il y a 6 ans, et aujourd'hui on est sur des bases de 25% d'autonomie au niveau énergétique de notre territoire, avec une perspective à 2025 d'être complètement autonome. Donc c'est peut-être prétentieux, mais il faut parfois un peu de prétention pour animer un peu l'action. Donc à ce jour, donc c'est 7 entreprises qui ont été créées donc, sur Ménèrepole. 30 exploitations ont été donc pérennisées et notamment des fermes transmissibles grâce à l'outil collectif Geotexia, donc la méthanisation. On a des petites et moyennes exploitations qui peuvent continuer et transmettre des outils transmissibles moins capitalistiques en fait que les gros trusts qu'on voit fleurir. 50 exploitations ont des revenus complémentaires grâce à l'huilerie, puisque là aussi moins dépendant au niveau des protéines, et une revente de huile carburant ou de l'huile alimentaire. 147 ménages participent à travers les cigales au projet donc, de l'éolien. Voilà, en tout, on arrive aujourd'hui à 30 millions d'euros d'investis en 6 ans sur le territoire, avec des entreprises du territoire, évidemment, et hors territoire, avec des partenaires. Alors, je ne vais pas tous les citer parce qu'on les verra après, mais une grande collaboration avec des gens comme la Caisse des dépôts, avec la région, avec la communauté de communes, évidemment. Des collectivités locales très impliquées parce qu'aujourd'hui, ils nous connaissent, que ce soit la région, que ce soit l'ADEME, que ce soit le département. Voilà, on a l'habitude de faire, on a quelque chose de formater un peu et le dispositif fonctionne. Et puis évidemment, les habitants impliqués dans cette dynamique. Peut-être plus vite, oui, j'espère bien. Donc, Geotexia, c'est juste un petit exemple de financement croisé. Donc, je ne vais pas dire à quoi ça sert, mais un tout petit peu quand même. Traiter la matière organique du territoire qui répond aux besoins de troncs d'élevage, traiter les coproduits de l'agroalimentaire donc sur le territoire, et avec ça, on va faire quoi? On va produire de l'électricité, on va produire de la chaleur, on va produire de l'engrais non fossile, donc ça c'est aussi important, on va capter du CO2, puisqu'on est sur des bases de 10 000 tonnes de CO2. Voilà un peu, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que ce n'est pas l'objet de l'exposé. Le montage un peu du capital de manière transversale, un ancrage très local, avec une volonté locale des agriculteurs de s'impliquer fortement dans le projet, puisque ces agriculteurs ont amené de manière fédérée 34% du capital. La Caisse des dépôts et consignations qui est venue aussi parce que c'était un projet de territoire, un projet humain. Je pense que ça aussi, ça a été audible à leurs oreilles. Donc sont venus aussi à 34%. Et l'opérateur industriel qui exploite l'outil, donc c'est le savoir-faire, qui était venu initialement dans l'idée peut-être au tout début d'avoir 100% du capital, est redescendu à 32% du capital. Il aurait pu s'en aller en courant, mais il a cru à la volonté tripartite de tout le monde de faire avancer le projet. Aujourd'hui, on lui a garanti que l'exploitation de cet outil était confiée sur une base de 15 ans, et ça l'intéressait d'autant plus que, comme les agriculteurs étaient partie prenante de l'investissement, continuaient à sécuriser l'approvisionnement de l'outil. Donc, des garanties bancaires qui ont été amenées, et ça aussi c'est assez peu fréquent, une caution a été amenée au niveau de l'encours bancaire par la région et le département. Pourquoi? Parce que le taux de subvention était arrivé à 37% et que le taux d'encadrement communautaire ne permettait pas d'aller plus haut. Donc il y a une subtilité là, intelligente de la proposition de la région pour venir financer avec nous ce projet-là. Les enseignements entre les différents partenaires, se donner le temps de se connaître.
Ça, c'est important. Peut-être avoir des valeurs, des valeurs communes et les définir au préalable pour que ça fonctionne bien dans le temps. Se comprendre, se méfier, se défier, ça c'est un long apprentissage. Et quand on a donc mis ça de côté, c'est beaucoup plus facile là aussi de faire avancer parce que voilà, tout le monde a un intérêt convergent. Se définir des objectifs, évidemment, qui conviennent à tout le monde. Oser entreprendre ensemble parce que c'est vrai, quand on voit le montant de l'investissement, là je vous parlais des 27 millions, des 30 millions, quand on a lancé l'idée du projet de méthanisation, 15 millions d'euros, parfois on nous a traités de fous. Alors on se le disait quelquefois entre nous, c'est jamais que 3 km d'autoroute, ou 4 ronds-points qui ont été faits 2 fois, donc on essayait de se déculpabiliser un peu de ces moments-là. Mais il fallait oser ensemble. Et accorder donc différentes cultures entre nous, parce que la culture des rats des villes et la culture des rats des champs est souvent différente, donc il faut tout cet apprentissage pour arriver donc à finir au mieux les projets. Donc pour nous, la transition énergétique, c'est plutôt une opportunité à l'échelle d'un territoire, et à condition de mettre une synergie importante entre les différents partenaires. Ne pas hésiter à bousculer le modèle classique de financement entre les investisseurs et les banquiers. Parfois, on va un peu sur la pointe des pieds, mais quand le module économique fonctionne, faut aller plus loin. Et puis, une grande reconnaissance mutuelle des partenaires. Alors, je ne les ai pas cités tous, mais on a la SICAP qui vient avec nous, donc c'est une régie d'électricité des Beaucerons, qu'on n'aime pas trop, nous, parce qu'ils nous piquent tout notre pognon en tant qu'éleveurs, grâce à la PAC, mais on a réussi à discuter et ça refige une autre reconnaissance entre des céréaliers et des éleveurs. Donc la Caisse des dépôts, qui pour nous est incontournable, des cigales, des agriculteurs, IDEC, Solagro, Elle, le mouvement Cuma, voilà, toute une palanquée de partenaires. L'ADEME, je ne le citerai jamais assez, sans l'ADEME Bretagne, je pense que toutes les ADEME sont du même tonneau. Sans l'ADEME Bretagne, notamment Gilles Petitjean, on n'aurait jamais fait tous ces projets-là. Donc là aussi, parfois un peu de longueur, mais une fois que c'est parti, c'est parti. L'agence de l'eau, les banques aujourd'hui, on va les voir, voilà, il n'y a plus de problème, ils nous connaissent, tout roule. Voilà. Et puis aussi, on a mis donc une SEM régionale en route